Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à cette plénière qui précède la remise du trophée du directeur financier de l'année. Notre conférence va se dérouler en 3 temps. Notre invité interviendra pendant une vingtaine de minutes, puis il aura un échange avec 2 directeurs financiers que sont Louis Guillot, membre du directoire et directeur financier d'Elis, qui va nous rejoindre sur l'estrade, et Isabelle Croussil, qui est directrice financière et associée de la société Implication et qui est en charge de la formation à la DFCG. Nous terminerons notre échange par un échange avec vous, chers amis, et notre invité. Être au cœur de la transformation nécessite une qualité essentielle, la confiance. Le ministre de l'Éducation nationale nous en parlait et nous le rappelait hier lors de l'ouverture de cette 15e édition de Financium. Ce matin, Augustin de Romanet nous démontrait que le directeur financier a une influence forte pour anticiper les choses grâce à ses compétences techniques et à sa vision holistique de l'entreprise. Au-delà de ces 2 qualités, le directeur financier a un rôle humain important, de plus en plus. Il doit être en mesure de gérer des équipes dans des situations mouvantes où il est nécessaire de faire preuve d'agilité, de créativité. Notre invité sait ce que manager des hommes dans un contexte contraint veut dire. À la tête du GIGN pendant plusieurs années, il est passé par l'école spéciale militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan et l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, il est le directeur de la sécurité diplomatique du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Nous avons, nous, directeurs financiers et de contrôle de gestion, beaucoup à apprendre des militaires. Leur rapport au temps et à la gestion humaine, ce qu'ils appellent le commandement, est un exemple qui peut nous aider dans nos prises de décision. Je vous remercie, mesdames et messieurs, chers amis, d'accueillir le général Hubert Bonneau. Je baisse le micro parce que je ne suis pas très grand. Merci, monsieur Delec, de m'avoir invité ce soir pour partager ma modeste expérience devant vous. Alors, j'ai bien conscience que j'interviens tout en fin de séminaire, après des intervenants illustres, donc j'essaierai de, si possible, me montrer à la hauteur. Alors, juste un petit mot concernant, j'allais dire, mon ancien métier, parce qu'on vieillit vite dans ce métier. J'ai quitté le GIGN il y a maintenant 5 mois. Le GIGN, c'est une unité dont tout le monde a à peu près entendu parler, mais finalement, on ne maîtrise pas bien ce que c'est. Alors, le GIGN, c'est une unité de contre-terrorisme national dont la mission principale est, je dirais, pour résumer, la gestion des crises majeures, la gestion des crises de haute intensité. Donc c'est essentiellement des problématiques aujourd'hui tournées vers le terrorisme. Mais une crise de haute intensité, ça peut être aussi tout simplement une crise du quotidien. Quand vous avez un forcené qui retient chez lui sa femme, ses enfants, des personnes, et quand il menace de tuer tout le monde, eh bien ça aussi c'est une crise. Une crise de haute intensité, c'est un braquage qui tourne mal dans la criminalité organisée, et il faut, avec nos moyens, intervenir rapidement pour éviter que la situation ne dégénère. Alors dans ces situations où finalement les moyens normaux de la gendarmerie, des autres services sont dépassés, on fait appel au GIGN. Alors, dans la partie administrative, c'est les préfets qui, en liaison avec les commandants territoriaux de gendarmerie, font appel au GIGN. Et dans les situations liées au banditisme, etc., c'est souvent les procureurs de la République, en liaison avec nos officiers de gendarmerie, qui font appel donc au GIGN. Le GIGN, c'est une unité d'environ 400 hommes et femmes. C'est une unité de 300 opérationnels, donc des gens qui sont engagés dans ces missions au quotidien,
soutenu par une centaine de personnels. Alors ça, c'est intéressant, vous qui êtes dans le domaine de la finance, le rapport entre le soutien et les opérationnels. Donc, en gros, 3 opérationnels pour 1 soutien. Vous prenez nos amis américains, c'est exactement la proportion inverse. Vous avez 3 soutiens pour 1 opérationnel. Nos amis allemands, du GSG-9, c'est 50-50. Les Britanniques, c'est un peu moins de 55% opérationnel, 45% de soutien. Et vous prenez tout le monde latin, donc les Français, les Espagnols, les Italiens, on est sur cette proportion. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers opérationnel, 1 tiers de soutien. Voilà ce que c'est que le GIGN. Je pourrais y répondre si vous voulez, si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement cette capacité à traiter les crises de haute intensité, gérer les crises de haute intensité. Une crise, c'est quoi? Une crise, c'est quand tout autour de nous commence à se dérober sous nos pas, j'allais dire. Des situations critiques de rupture d'équilibre. Ce qui est très intéressant, c'est de voir l'étymologie du mot crise. Le mot crise en grec, très intéressant, c'est la décision. La crise en grec, c'est prendre la décision. Et en fait, c'est quoi gérer une crise? C'est ni plus ni moins que de prendre, j'allais dire, la bonne décision, en tout cas la moins mauvaise décision possible. Gérer une crise, vous ne pouvez le faire que si et uniquement si vous y êtes préparé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à prendre cette bonne décision tout en garantissant en fait un engagement total de ces équipes? Alors tout à l'heure, vous l'avez rappelé, c'est ce qu'on pourrait nous dire en termes militaires, c'est savoir commander ses troupes. Alors au GIGN, c'est très compliqué. Parce qu'évidemment, vous avez des gens, et on en reparlera si vous le souhaitez, du recrutement, de la façon dont on recrute nos personnels. Vous avez en fait des gens qui sont, et qui peuvent d'ailleurs se considérer comme l'élite de la gendarmerie, en tout cas dans le domaine des opérations. Terrain, terrorisme. Vous avez 400 experts. Et quand vous gérez 400 experts, c'est très compliqué. Ils sont d'accord sur à peu près tout, à 99% du temps, mais il y a toujours 1% des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et c'est là-dessus que ça achoppe tout le temps. Donc le travail d'un commandant du GIGN, c'est comme un chef d'orchestre en fait. On a des gens qui vont être spécialistes de l'explosif, des gens qui vont être spécialistes du tir, des gens qui vont être spécialistes de l'intervention, des gens qui vont être spécialistes du renseignement, des gens qui vont être spécialistes du moyen aérien, des gens qui vont être spécialistes des moyens nautiques, et il faut que tout ça, ça marche ensemble. Alors, vous avez eu M. Villeni hier qui vous a parlé de peut-être d'intelligence artificielle, c'est son domaine, de la mathématique, des statistiques. Moi, je ne vous parlerai pas de ça, je vous parlerai de l'humain. Notre outil de travail, c'est l'humain. On travaille sur la patte humaine, en permanence. Alors, je vous donnerai en quelques mots, si vous voulez, la façon dont au GIGN, on envisage la crise, ce qu'on fait. Ce n'est pas un paradigme, c'est uniquement une façon de faire les choses qui, je pense, peut être partagée avec vous parce que j'ai bien conscience que dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la finance en particulier, vous êtes très souvent sous pression, vous devez prendre des décisions rapides et je vais essayer de vous expliquer en quelques mots comment on envisage les choses au GIGN. La crise, pour moi, c'est une boucle. On voit souvent la crise dans sa résolution. Si vous arrivez, comme je l'ai dit, sur une crise non préparée, ça peut fonctionner. Il y a toujours un facteur chance. Ça peut fonctionner. Mais généralement, ça accroche. Donc pour qu'une crise se déroule bien dans sa résolution, il faut d'abord, le premier pavé de la boucle de crise, c'est l'analyse. L'analyse, l'anticipation. Ça, au GIGN, on l'a beaucoup développé. Ce qui me paraissait important, et ce que je partage avec mes hommes, c'était d'essayer de leur faire comprendre le monde tel qu'il évoluait autour d'eux. Quand vous êtes au GIGN, vous êtes dans un milieu très fermé. Vous êtes dans le milieu de l'intervention du haut niveau. Et vous pouvez perdre parfois, dans ce monde un peu élitiste, les repères avec le quotidien. Vous travaillez depuis des années, vous travaillez selon les mêmes process. Vous avez l'habitude d'intervenir quand vous avez des appuis sur le terrain. Vous avez l'habitude d'intervenir avec des breachers, des gens qui vont faire des trous dans les murs, quand c'est possible, avec des soutiens médicaux.
Tout a changé pour nous en 2015. 2015, si vous voulez, ce n'est pas un groupe à 30 personnes du GIGN qui vont intervenir. Ce sont des équipes à 5 pour aller plus vite sur le terrain, pour résoudre les problèmes quand il y a des multiples événements. Donc il a fallu anticiper tout ça. Tout change autour de nous et en permanence, tout le temps. Si vous prenez, je vais vous donner quelques exemples. Le GIGN est spécialisé dans les prises d'otages aériennes. Vous prenez un avion tel que je l'ai connu quand je suis arrivé au GIGN dans les années 90 et un avion aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. En 90, c'était encore le temps des caravelles, des avions tout en acier. Aujourd'hui, les avions sont en carbone. Donc, vous n'ouvrez pas un avion, et croyez-moi, c'est très compliqué d'ouvrir un avion à l'explosif, de la même façon en 1990 et en 2017. En gros, si vous ouvrez un avion avec les mêmes charges explosives aujourd'hui, vous allez tuer des gens dans l'avion. Parce que vous travaillez sur du carbone, et le carbone ne réagit pas du tout comme l'acier. Il y a des particules qui vont être expansées, etc., etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Et nous, notre rôle, justement, c'est d'éviter tous les dommages collatéraux. D'éviter, si vous voulez, même jusqu'au bout du raisonnement, la mort, y compris des terroristes, pour les remettre à la justice. Donc, il faut prendre en compte notre environnement. Un mur, un bâtiment, n'a rien à voir, aujourd'hui, avec les concepts modernes, les bétons modernes, avec ce qu'il y avait il y a 30 ans. On travaille sur la brique, on travaille sur le béton. Donc, quand il faut rentrer dans une pièce, à l'explosif, là aussi, ça nécessite en permanence une adaptation, une anticipation. Tout évolue autour de nous et tout va très vite. Alors, il y a plein de questions derrière tout ça. Il y a des questions, on en parlait tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui nous environne, le numérique, dont on ne mesure pas les effets pour demain. Tout va très très vite. Nos adversaires, regardez les terroristes. Ils savent communiquer parfois mieux que les États. Et tout va vite. Tout est utilisé par eux au maximum de leurs compétences et au maximum des possibilités offertes. Contrairement à ce qu'on fait nous. Donc tout va très vite et tout évolue. Il y a aussi une notion de temps qu'il faut prendre en compte. Quand on regarde les événements d'aujourd'hui, ils ne sont pas sortis du chapeau en 2015. Ce sont des choses qui sont sorties au tournant des années 2000. Je n'ai pas le temps de vous expliquer la genèse de cette affaire sur l'Afghanistan, puis le développement des mouvements d'Al-Qaïda, puis la transformation sur Daesh. Mais en gros, c'est 2000, 2004, 2005. Et l'idée s'est propagée. Les choses se sont développées. Nous, ça s'est passé loin de chez nous. On n'a pas forcément regardé, on n'a pas forcément poussé l'analyse jusqu'au bout. Et on se disait, ça n'arrivera pas chez nous. Dans une démocratie, dans nos sociétés, bien bordées par nos valeurs et nos idées. Eh bien si. Certains vont travailler sur le temps long, et dans nos sociétés, la plupart du temps, on travaille dans l'urgence. Donc l'analyse, l'anticipation, elle est fondamentale. Comprendre ce qui se passe autour de nous, anticiper, c'est pas ça qui va nous faire gagner la guerre, mais ça nous évitera sûrement de perdre du temps. Le temps qu'on perd au début d'une crise, on ne le rattrape jamais. Aussi, il faut éviter d'en perdre. Juste un exemple, le GIGN travaille sur toutes les centrales nucléaires. C'est un domaine de compétence du GIGN sur l'intervention. Eh bien, si vous avez une crise dans une centrale nucléaire aujourd'hui, si vous n'avez pas analysé toutes les composantes de la centrale, c'est trop tard. Donc il y a des gens au GIGN qui passent leur temps à tourner sur tous les centres forts français, sur les centrales nucléaires, sur les avions, sur les bateaux, sur les ambassades, pour remettre à jour des dossiers d'objectifs en permanence, pour être prêts, anticiper. Le deuxième point, la deuxième brique, quand on a anticipé, je ne vais pas faire assez vite, quand on a anticipé, il faut se préparer. La préparation est un facteur essentiel. La préparation, et j'irai très vite sur cette première partie, c'est la préparation des matériels. On est, après l'analyse, après l'anticipation, il faut travailler, si vous voulez, sur l'innovation. Si vous n'innovez pas, le mot est peut-être un peu fort, je dirais, on est mort, on est dépassé. Aujourd'hui, par exemple, juste un exemple, les gens qu'on a en face de nous travaillent à l'arme de guerre.
Il faut qu'on trouve aujourd'hui, et on l'a fait, des moyens de se protéger contre des balles qui percent à peu près tous les gilets pare-balles qui existent. Donc quand on dit au GIGN, il faut travailler là-dessus, comment innover? Parce que si vous voulez arrêter une balle de 7,62, votre cuirasse, elle va peser 45 kilos. Donc quelqu'un de normalement constitué, 80 kilos, vous imaginez le poids qu'il va peser au final. C'est 150 kilos. Vous avez le poids de la cuirasse, vous avez l'armement, vous avez le casque. Donc on a travaillé en innovation sur les matériels avec des gens de terrain, des gendarmes de terrain, pas des ingénieurs, qui cherchent, qui vont voir les matériaux qui existent pour alléger les cuirasses tout en les rendant aussi solides. Donc c'est une petite équipe de chez moi, 3 gendarmes, plus bas grade qu'on a chez nous, qui ont travaillé avec des sociétés allemandes, françaises, sur l'innovation du carbure de bord. Et donc on a un exploit extraordinaire. On est passé de cuirasses qui pesaient 29 kilos exactement à des cuirasses qui ne pèsent plus que 18 kilos. Et ça nous permet de passer partout, parce que quand vous avez une crise, eh bien, le mur, il faut le franchir. L'échelle, il faut la monter. Et même avec 18 kilos en cuirasse, l'équipement d'un équipier du GIGN aujourd'hui, tout compris, casque, cuirasse, protection, armement, c'est à peu près 36 kilos. C'est pourquoi, mesdames, on n'a pas de femmes à l'intervention. Voilà. Donc, anticipation, préparation des matériels, l'innovation. Et dans la préparation, un deuxième aspect qui est essentiel, mais j'y reviendrai peut-être après si vous avez des questions sur la formation, c'est le choix des hommes. Le choix des hommes et des femmes qui vont intégrer l'unité. On est très particulier au GIGN. Le profil des gendarmes qu'on recrute au GIGN n'est pas un profil de gendarme, entre guillemets, normal. On sort du commun. On va rechercher chez nos équipiers des compétences qui sont des compétences dont nous avons besoin. Pour faire très vite, c'est d'abord le courage. C'est un courage qui est d'abord physique. C'est comme ça. Vous ne rentrez pas au GIGN si vous n'êtes pas physique. C'est pas possible. Mais au-delà du courage physique, ce qui se voit moins, c'est le courage, j'allais dire, intellectuel, courage mental. La capacité de faire face aux choses. Vous pouvez être très fort et perdre tous vos moyens dans la crise. Donc nous, on cherche une stabilité mentale, un courage d'y aller. On va rechercher la capacité à gérer le stress. Vous pouvez être très fort physiquement, mais quand vous êtes mis en situation extrême, beaucoup de personnes perdent leur sang-froid, perdent leurs moyens. Nous, c'est ce qu'on regarde. Je peux vous dire que dans les tests de sélection, c'est extrêmement difficile, mais parfois c'est plus difficile d'un point de vue mental que physique. Donc le courage, la gestion du stress. Ce qu'on recherche beaucoup, c'est la capacité des gens à intégrer les équipes. Vous pouvez être le plus fort, physiquement, mentalement. Si vous avez ce sentiment d'être au-dessus du lot et ne pas arriver à vous intégrer aux équipes, on ne vous garde pas. On ne vous garde pas. Les super sportifs de haut niveau, etc., il m'est arrivé d'en renvoyer du GIGN pendant les sélections. Parce qu'ils avaient ce sentiment de supériorité et je savais qu'ils n'auraient pas la possibilité de s'intégrer aux équipes. Il y a ensuite, on va chercher quelque chose de très important chez nos hommes et nos femmes, c'est l'autonomie. Pas l'indépendance, l'autonomie. La capacité d'initiative. Et enfin, au final, ce qu'on va rechercher, alors c'est difficile à définir, ce n'est pas forcément une capacité physique, mentale, etc., c'est plutôt une valeur. C'est la confiance. Nous, on demande aux hommes et aux femmes qui rentrent au GIGN de faire confiance. Si ça vous intéresse, je vous dirai comment on fait après pour tester cette confiance. Mais c'est fondamental. Vous ne pouvez pas aller à l'action si vous n'avez pas confiance dans vos camarades. Vous ne pouvez pas aller à l'action si vous n'avez pas confiance dans vos matériels. Et vous ne pouvez pas aller à l'action si vous n'avez pas confiance dans votre chef. C'est impossible. Parce que les gens vont devant la mort. Hein. Donc, c'est tout ça qu'on essaye de mettre en place dans nos recrutements. Donc, la préparation, elle se fait à ce niveau-là. Ensuite, je dirais, il y a l'exécution. L'analyse, la préparation et l'exécution en elle-même dans la crise. Finalement, l'exécution, c'est quoi? C'est la répétition de ce qu'on a fait à l'entraînement. Des centaines, des milliers de fois. Le GIGN intervient beaucoup, hein, c'est 400 opérations par an, mais les gens, dès qu'ils sont à l'unité, s'entraînent.
s'entraîne, d'un point de vue individuel. C'est-à-dire que moi, je ne contrôle même pas, je ne contrôlais même pas le tir de mes personnels. Tout le monde tire, tous les jours. Ça fait partie de leur vie. Ils font du sport de combat et je n'ai pas besoin d'être derrière eux. Ensuite, on a des entraînements par équipe, puis par groupe, puis par section, et des entraînements unités. C'est cette répétition des process qui fait qu'on arrive à être bon dans l'action. Pour caricaturer, quand vous sortez votre arme, vous n'avez pas d'arme, c'est le prolongement de votre bras. C'est un peu ça. Et donc, si vous voulez, l'action, la résolution de la crise dans l'action, c'est cette capacité à répéter des process. Mais, dans la crise, croyez-moi, rien ne se passe jamais tout à fait comme on l'a prévu. Donc, dans la crise, il faut avoir cette capacité, parce qu'on connaît ces hommes, parce qu'on connaît les réactions des uns, parce qu'on sait les capacités des autres, être capable, au dernier moment, de changer les plans d'action. On a des plans d'action, et ces plans d'action, eh bien, ils sont évolutifs. Alors ça, c'est très français. C'est très français. Je vais vous donner un exemple pour faire vite dans ce domaine-là. Si vous prenez nos camarades allemands, avec lesquels je suis toujours en très bonne relation, nos amis allemands sont très carrés. Donc eux, pareil, ils répètent beaucoup, et quand ils passent à l'action, ils sont sur un process. Et ils déroulent un process. Quand le process bute, quelque part, il y a retrait. On réanalyse et on refait quelque chose. Nous, c'est différent. Je vous donne un exemple. Si on doit rentrer par ici, on va passer par la porte battante du fond. Donc l'idée, c'est d'aller sur la pièce qui est derrière. Donc on va rentrer par les murs et par la porte. Et si on me dit que la porte est déjà piégée, s'il faut que je reprenne le dispositif pour voir comment on va faire, je vais perdre du temps. Donc nous, on entraîne nos équipes à réagir en fonction de ce qui est à leur portée. C'est-à-dire que s'ils voient qu'il y a une problématique sur la porte, eh bien, ils ne mettront pas de charge sur la porte. Ils doubleront peut-être les charges sur les murs, parce que l'idée, c'est d'aller plus vite derrière pour sauver des vies. Donc tout ça est encadré. Donc on laisse beaucoup de place à l'initiative dans l'action, mais c'est une initiative encadrée dans ce qu'on appelle, en jargon militaire, le cadre d'ordre. Le cadre d'ordre définit ce qui est possible de faire au départ, et dans ce cadre d'ordre-là, nos équipiers, y compris les équipiers de tête, ont une marge d'initiative importante. Et enfin, parce que sinon je vais déborder sur le temps, enfin, dans la boucle de crise, ce qui me paraît essentiel, c'est peut-être d'ailleurs le principal. Au final, je répète, l'analyse, la préparation, l'exécution, c'est ce qu'on appelle chez nous le rétex, le retour d'expérience. On a l'habitude de dire au GIGN qu'il n'y a pas de petites et de grandes opérations. Il y a des opérations. Toute opération donne lieu à 2 débriefings. Le premier débriefing se fait en interne. Et donc ça aussi, c'est une notion de confiance. C'est une vraie notion de conscience. C'est-à-dire que moi, je ne m'en occupe pas. C'est le groupe, l'équipe qui est intervenue, qui va faire son débriefing entre eux. Ils vont discuter de l'opération. Et là, la règle, c'est que tout le monde peut tout dire, à partir du moment où c'est constructif. Et donc, vous avez, dans ces équipes, vous avez des officiers, vous avez des gradés supérieurs, nos sous-officiers, vous avez des gendarmes, et il n'est pas rare, quand on est jeune officier, de se voir critiqué dans l'action par ses sous-officiers. En disant « je ne comprends pas ce qu'on a fait ». On n'aurait pas dû faire comme ça. Les matériels n'étaient pas adaptés. Le cadre d'ordre n'était pas clair. On s'est mis en danger. On a mis en danger les victimes, les otages. Donc ils discutent entre eux, et ça peut durer longtemps. Parfois, il n'en sort rien. Mais quand il en sort quelque chose, les chefs de section, accompagnés de leurs adjoints sous-officiers, viennent voir le patron et on fait un débriefing à froid, plus tard. Et l'idée pour moi, c'est de récupérer les éléments importants d'un point de vue tactique et d'un point de vue technique. D'un point de vue tactique, sur le terrain, eh bien, on me dit, voilà, ce qu'on a mis en place, là, ne fonctionne plus. Ne fonctionne pas.
On a fait un go-fast l'autre jour, des remontées de trafic de stupéfiants en grande quantité depuis l'Espagne. Là, on a vu que ça marchait plus ce qu'on faisait, ou ça marchait moins bien, parce qu'ils ont évolué dans leurs modes opératoires. Ils ont des voitures qui sont loin devant pour détecter les forces de l'ordre. Le véhicule porteur est accompagné de véhicules de protection, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut revoir nos dispositifs techniques. Donc on revoit les dispositifs techniques. On implémente. Et une deuxième partie qui est très importante, et là on va revenir sur l'analyse et sur l'innovation, c'est de dire nos matériels techniques ne sont pas défaillants, mais sont moins bien adaptés. Un exemple, quand on doit tenir aujourd'hui sur des zones, par exemple dans le cas d'une prise d'otage, jour-nuit, celui qui se met en place sur la cible principale ou sur le local à surveiller, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il va se mettre en place, par exemple à Dammartin c'était le cas, quand on est arrivé, ce sont les mêmes tireurs d'élite qui sont restés du début jusqu'à la fin. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils ne mangent pas. Bon. Le problème c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, quand vous passez en configuration de nuit, il faut changer la lunette. Si vous changez la lunette au moment où la personne sort, c'est pas possible. Vous ne remplissez pas la mission. Et donc, mes équipiers ont pensé à ça, ont travaillé là-dessus, j'ai laissé carte blanche, et on a travaillé avec des sociétés, Thales, etc., pour avoir, si vous voulez, une fusion du thermique et de l'IR. Donc on était à l'innovation de cette affaire-là. Voyez ? Donc ça vient du retour d'expérience, ça vient du terrain. Et finalement, ce sont les équipiers à qui on fait confiance qui vont s'emparer d'un projet pour le faire aboutir. Quand on a tous ces éléments de la crise, de cette boucle de crise, je pense qu'on est assez bien armé, quand on a bien analysé, quand on s'est bien préparé, quand on est capable d'appliquer des process, quand on a la capacité de pouvoir faire des retours d'expérience, je pense qu'on a la capacité à pouvoir traiter de façon correcte les crises. Alors, il y a quand même un élément qui est important dans ce traitement des crises, c'est ce qui est exogène au GIGN. Dans la crise, on n'est jamais tout seul. Et je pense que dans vos métiers, vous avez des pressions par rapport au marché, par rapport à la conduite de votre entreprise, mais vous avez des pressions qui viennent parfois de vos supérieurs. C'est vrai qu'il n'y en ait pas. Nous, on a des pressions qui viennent des autorités politiques. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on a des schémas de crise, on sait ce qu'il faut faire, au mieux, mais vous avez des pressions terribles pour vous dire « non, ça prend trop de temps ». Non, c'est pas assez rapide. Ou alors, on ne va pas faire comme ça, parce qu'il y a des gens à l'intérieur. Donc, on a une grande partie, une grande responsabilité pour expliquer de façon claire, la plus précise possible, à nos autorités, les choix qu'eux devront faire. Nous, on propose des solutions. Le GIGN ne propose jamais une solution, jamais. On dit voilà, on vous propose une première solution, une deuxième solution, une troisième solution, en fonction des possibilités de l'adversaire. L'adversaire peut faire ça, il peut rester dans l'imprimerie toute la nuit, option à laquelle on ne croit pas. Ils peuvent débusquer une personne à l'imprimerie, la tuer, et ça déclenchera un assaut. Ou ils peuvent sortir. Et puis ils ne sortiront jamais. Si, ils peuvent sortir, parce qu'on a analysé leur comportement, et dans tous les cas de figure, on pense qu'il y a une vraie chance qu'ils sortent. OK. Donc s'ils sortent, qu'est-ce que vous faites? Donc on présente ça à l'autorité, on leur dit voilà, les solutions que vous avez pour le déclenchement de l'assaut, la validation de l'assaut, c'est toujours l'autorité politique. Parfois c'est très compliqué. Parce que vous dites à une autorité politique, si je fais ça, je pense qu'il y aura un bilan potentiel de victimes, de temps. Et donc il faut qu'ils valident. Vous voyez? Et donc là, on a une grande part de responsabilité dans ce qu'on annonce, dans ce qu'on propose. Et donc la vraie difficulté, moi la plus grande difficulté que j'ai eue parfois, c'est de faire comprendre les intérêts techniques de ce qu'on peut faire par rapport à des intérêts qui ne sont pas les miens, des intérêts politiques. Le temps n'est pas le même. Le temps des médias n'est pas forcément le temps de la crise. Et je pense que là, si vous voulez, on se fait comprendre, on se fait entendre,
quand l'autorité voit quelqu'un qui le comprend, lui fait plusieurs propositions, qui essaye de rester serein, malgré tout, en disant, voilà, j'ai des solutions. C'est comme ça qu'on essaye de traiter les choses au meilleur niveau. Voilà, je vais peut-être laisser un peu de temps pour les questions, sinon on n'en aura pas. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair sur la façon dont on envisage une crise. Ça fonctionne ? Oui. Merci beaucoup. Si effectivement on veut s'inspirer de vos modes de management pour nos entreprises, j'ai envie de dire la première étape, c'est le recrutement. Donc je souhaiterais qu'on revienne un peu sur cette étape. On imagine bien les qualités physiques, surtout vous nous avez dit qu'il fallait, pour ceux qui sont sur le terrain, supporter 36 kilos, si je me souviens bien. Mais comment vous approchez l'aspect psychologique ? Est-ce que vous vous mettez en situation ? Et d'une façon plus générale, comment recrutez-vous ? Par Slav ? Est-ce que les gens peuvent se proposer ? Alors ça fonctionne ? Vous m'entendez ? Alors d'abord, on ne recrute qu'au sein de la gendarmerie nationale. Alors on pourrait recruter ailleurs. On pourrait recruter par exemple dans les forces spéciales. Nous, on ne le fait pas par choix. C'est-à-dire qu'on considère que tous les personnels, hommes et femmes qui intègrent le GIGN, doivent avoir la base du métier de gendarme, c'est-à-dire homme de loi. Nous sommes militaires, nous avons un statut militaire, nous appartenons au ministère de l'Intérieur, mais comment vous dire, pour être très clair, on ne fait pas un métier de militaire. Le métier des gens du GIGN, c'est de ne pas... on n'ira jamais, par exemple, traquer des djihadistes au nord du Mali. Ça, ce sont les missions des forces spéciales, ce ne sont pas nos missions. Nous, on est vraiment ancrés dans le code pénal, le code de procédure pénale, et on est des auxiliaires au profit de la justice ou au profit de nos autorités administratives. Alors, on peut participer à des opérations à l'étranger avec des opérations spéciales. Je ne développerai pas ça ici, bien sûr. Ça peut nous arriver. Mais, vous voyez, le choix qu'on fait, c'est de dire, d'abord, il nous faut des hommes et des femmes qui connaissent la loi, le code, pour intégrer le GIGN. Alors, on recrute dans toutes les branches du GIGN, de la gendarmerie, pardon, c'est 100 000 hommes à peu près. Et chaque année, on recrute entre 15 et 20 personnels. 15 et 20 personnels, c'est ça la moyenne. Donc les appels d'offres se font chaque année. On a à peu près 250 candidats qui viennent de toute la France, bon, qui sont déjà très bien préparés. Vous avez une semaine de tests physiques qui sont très durs. Très dur. C'est la résistance, c'est le vertige, c'est le domaine aquatique, le domaine aérien, sans sommeil évidemment, sinon c'est pas rigolo. Voilà. Donc sur la semaine de test, nous prenons à peu près 30-40 personnels. 30-40 personnels pour en avoir 15-20 à la fin. Donc ça dure une semaine et on va les prendre 3 mois. On les coupe de tout. On les coupe de leur famille. Ils n'ont plus de téléphone portable. Ils n'ont plus accès aux réseaux sociaux. Alors certains s'en vont à cause de ça, vous voyez. Non mais je ne plaisante pas. Hein. On perd parfois des jeunes aujourd'hui qui ne supportent pas de ne pas être en contact avec leur environnement, moi ce que j'appelle l'environnement virtuel. Mais c'est ainsi. On perd des gens au GIGN parce qu'on leur dit, voilà, si vous êtes demain en Irak, si vous êtes demain... en Libye, parce qu'on protège nos ambassades, etc., vous n'aurez pas accès à tout ça, donc on vous coupe. Eh bien, il y en a qui s'en vont. Donc pendant les 3 mois, on va les prendre, si vous voulez, sur une formation commando, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va leur dire, voilà, avant d'être commando, vous allez être les méchants. Et on va vous mettre vraiment dans la difficulté. On va vous mettre dans une vraie difficulté physique, mentale. Et on va les tester, on va tester leur capacité de résistance au stress, à la fatigue. Et c'est assez facile finalement. Pour voir si quelqu'un peut bien gérer son stress, vous le fatiguez physiquement, vous le fatiguez mentalement,
et vous le mettez en situation. Et bien pendant 3 mois, c'est ça. Donc c'est très chargé, c'est très dur. Évidemment, on le fait sur des mois qui sont sympathiques. On fait ça en janvier, février, mars. Et ils dorment rarement dans du dur. Donc, à l'issue de ces 3 mois, ou une fois de plus, là, on va vraiment chercher ce que je dis tout à l'heure. Là, on n'est plus sur les aspects physiques. On est sur les aspects intégration au groupe. On est sur des aspects de résistance au stress. On est sur des aspects de vie en collectivité, mais dans des situations très dures. Là, en fait, ils n'apprennent rien. Ils n'apprennent rien. On leur fait mal pour leur plus grand bien. Mais à l'issue de ces 3 mois, il va nous en rester une quinzaine, une vingtaine, qui vont partir là pour 14 mois de formation. Donc c'est fait. Là, au bout de 3 mois, s'ils vont au bout des 14 mois, ils vont intégrer le GIGN. Donc ça dure quand même 17 mois. Et pendant ces 14 mois, si vous voulez, là, on va les prendre vraiment sur... parce qu'ils ont des capacités d'intégration, on va les prendre sur la confiance. Donc, si vous voulez, on va les former. C'est des gens qui n'ont pas de passé. Ce sont des gens qui ont 4-5 ans de gendarmerie. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils soient fiers d'être au GIGN, mais qu'ils aient aussi ce sentiment que l'unité va leur ramener quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire ailleurs. Donc, on va les former dans tous les domaines. C'est d'abord le sport de combat, c'est le tir. Ils tirent tous les jours. Tous les jours. C'est entre 100 et 200 cartouches tous les jours. Ils tirent. C'est l'école du tir. C'est la confiance dans des exercices qui sont compliqués, difficiles. Et c'est comme ça qu'on construit les équipes. Donc, à la fin des 14 mois, je passe toutes les étapes, on veut quelqu'un qui soit bien dans sa tête, qui soit fort physiquement, capable de gérer son stress, capable d'intégrer des équipes, et qui est, si vous voulez, qui développe en interne véritablement ce sentiment de confiance. Et ça se traduit à la fin, tout à la fin de la formation, par quelque chose qui pourrait apparaître pour certains un peu comme les jeux du cirque, et pas du tout. Ça se passe en janvier, là, donc devant tous les anciens. Donc on va revenir au GIGN et on va voir nos jeunes. Ils vont nous faire des démonstrations. Et à l'issue des démonstrations, tous les nouveaux intégrants du GIGN vont tirer sur leurs camarades. Donc on se place à une vingtaine de mètres les uns des autres. Il y en a un qui met, vous savez, un plateau de balle-trappe. On lui accroche ça, évidemment il y a un gilet pare-balles derrière. Voilà, on le met à 15 mètres et l'idée c'est de tirer sur le camarade qui est à 15 mètres, 20 mètres pour casser le plateau d'argile. C'est quoi la finalité? C'est la finalité, si vous voulez, c'est comme un rite initiatique. C'est un examen de passage. Tout au bout, devant son chef actuel, devant les anciens chefs, devant ses camarades, il nous dit « Regardez, j'ai été formé par mes anciens et je suis capable, au bout de 17 mois, de faire ça. Vous pouvez avoir confiance en moi, demain je peux partir en opération. » Quand vous vous faites tirer dessus, je veux dire, bon, il faut avoir confiance en son camarade qui vous tire dessus. Donc non seulement celui qui tire doit avoir confiance en son camarade pour pas qu'il bouge, il faut avoir confiance dans son arme. Tout est basé sur la confiance. Et donc je peux vous dire que quand vous sortez de là, et quand vous terminez par ce tir de confiance, on appelle ça comme ça, le tir de confiance, les gens ont l'impression de s'être construits. Et ce qui est important, c'est qu'ils savent qu'ils ne se sont pas construits tout seuls. On les a aidés à se construire, et là, on leur dit « Stop ! Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. » Et c'est toujours comme ça. Et tous les commandants du GIGN les prennent à ce moment-là en disant « Écoutez, vous intégrez le GIGN, mais pas tout de suite. Vous allez partir pour 1 an en doublure. Et pendant 1 an, officier compris, vous allez passer dans tous les postes. Vous serez premier de tête, en fait, premier de cordée pour rentrer dans une pièce. Vous serez derrière, vous serez en appui-feu, vous allez passer partout. Et au bout d'1 an, seulement au bout d'1 an, vous serez validé. Vous voyez ? Et donc, après, c'est une vie qui s'organise comme ça en permanence, rythmée par les alertes. Vous avez des alertes à une demi-heure, des alertes à 2 heures et des alertes à 4 heures. Et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça dure, pour les sous-officiers, au maximum 20 ans. Voilà. En général, restons sur la gestion des hommes. Vous évoquiez le GIGN, 400 spécialistes. Alors, c'est des problématiques auxquelles nous sommes confrontés dans nos directions fonctionnelles, financières. On a des gens qui sont plus compétents que nous,
qui sont spécialistes de leur domaine, mais qu'on doit faire travailler les uns avec les autres en essayant de comprendre ce qu'ils nous racontent. Alors j'imagine que c'est des choses qui doivent vous parler, comment vous avez géré ça? Vous êtes en train de dire que je suis incompétent, donc. Non, alors c'est vrai que nos sous-officiers, je vous le disais, peuvent rentrer, donc moyenne d'âge, la rentrée c'est 27 ans à peu près, 27 ans, et ils peuvent rester jusqu'à 45 ans. Au-delà de 45 ans, ils ne restent pas, pour des problèmes physiques, etc. Donc on estime que 45 ans, c'est vraiment la limite d'âge longue. Un officier peut revenir plusieurs fois au GIGN. Moi, par exemple, j'ai fait 15 ans de présence au GIGN, dont 3 ans de commandement, mais par étapes. C'est-à-dire qu'un officier a la même formation que les sous-officiers, mais avec un aspect quand même de commandement. Puis on revient dans le giron normal de la gendarmerie, on va commander des unités, on fait l'école de guerre, on revient comme adjoint, et 1 ou 2 personnels, officiers, seront choisis pour commander. Bon. Donc c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai que dans l'expertise, même si on s'y connaît, si vous voulez, je n'aurai jamais l'expertise d'un sous-officier qui a passé 20 ans au groupe dans le domaine de la balistique ou dans le domaine de l'explosif. C'est vrai. Et je n'aurai jamais non plus les compétences d'un technicien en informatique. Quand je dis en informatique, c'est plutôt en guerre électronique. On fait beaucoup de choses, du piégeage, des écoutes, enfin beaucoup de tout ce que vous pouvez imaginer. Je n'aurai jamais ces compétences-là. Mais comme je disais toujours à mes hommes, je m'en moque. C'est vous qui avez la compétence, donc déjà, cette compétence, elle doit être partagée en interne. Vous devez, ils ont tous un devoir de formation des plus jeunes et de partage des expériences, parce qu'il faut que ça marche. Et comme je le disais, c'est vrai que quand on fait parler entre eux des experts, c'est toujours très compliqué. Alors moi, je leur disais, j'ai réunissé régulièrement, et pour que ça fonctionne, j'essayais toujours de leur donner, alors pompeusement, une vision, un projet. Voilà où on veut aller. Voilà ce qu'on veut faire. Alors, chez les militaires, on appelle ça un effet final recherché. Donc, je vous donne un exemple que j'espère assez simple. Avant 2015, on avait anticipé les modes d'opération de l'adversaire. Et donc, on avait dit, pour qu'on soit plus efficace, on va abandonner le travail en peloton, en section. C'est 20 militaires qui agissent ensemble avec des appuis, etc., etc. On a dit, voilà, il faut transformer, donc c'est plus une section à 20 qui agit, mais 4 équipes de 5 militaires qui vont agir de façon autonome. Donc, pour faire ça, il a fallu qu'on transforme complètement nos modes opératoires et nos matériels. Donc, on a mis là-dessus des experts, tout ce qui était véhicule. Donc, leur projet, c'était de concevoir un véhicule qui roule vite, parce qu'on aime bien rouler vite au GIGN, qui roule vite, qui soit protégé, avec lequel on puisse aller sous le feu, au contact, qui permettent d'emporter les matériels dont nous avons besoin sur le terrain. Donc on a travaillé avec une société française, bretonne, qui est spécialiste dans le domaine des blindages et qui nous a fait un véhicule tellement extraordinaire qu'aujourd'hui il est vendu dans le monde entier. Donc les experts automobiles ont travaillé là-dessus. On a dit aux experts tir, balistique, il faut adapter nos calibres, nos fusils, parce qu'on ne pourra pas avoir d'appui. À une équipe à 5, vous ne mettez pas d'appui pour intervenir. Donc on a un peu abandonné nos fusils tireurs d'élite et on a essayé de trouver le meilleur compromis possible entre une arme d'assaut et un fusil tireur d'élite. Donc ils ont travaillé là-dessus pendant 2 ans et ils ont sorti la perle rare. On a demandé à nos spécialistes NRBC, tout ce qui est nucléaire, radiologique, chimique, etc., par rapport à une menace potentielle, d'adapter nos tenues. Donc ils ont travaillé avec les gens de l'équipement pour avoir des tenues complètement réformées, novatrices, qui nous permettent d'aller dans tous les milieux, que ce soit du chimique, du radio, etc., etc., etc. Donc chacun a travaillé dans sa partition, et au final, si vous voulez, nos équipes, quand on les a présentées, on a représenté toutes nos équipes, tout le concept à l'ensemble des personnels, tout le monde a adhéré. Vous voyez ? Et en fait, dans cette présentation, on a mis en avant le projet de chaque expert qui a présenté son domaine pour dire au final, ben voilà, on s'approprie tous cette affaire. C'est comme ça qu'on a monté cette opération-là. Mais c'est difficile, parce que c'est vrai que l'expert, par essence, a raison. Voilà. Et donc, moi, je leur disais souvent aussi, attendez, si on va là-dessus, c'est super, ça va coûter extrêmement cher,
quel est le besoin final. Donc je leur disais aussi souvent, pour qu'on soit meilleur, soyons moins bons. Voilà. Mais ça participe aussi à ça, si vous voulez, hein, d'avoir aussi un objectif à atteindre, une vision, et faire travailler nos experts pour ce but final. Et le chef d'orchestre, eh bien, c'est le groupe d'officiers et le patron d'unité qui doivent en permanence encadrer tout ça. Si on s'imagine maintenant en situation de crise, j'imagine qu'il y a un PC de décision centrale. Et comment les flux d'informations remontent vers ce PC? Vous parlez aussi d'autonomie. Voilà, quel est le degré d'autonomie des personnes sur le terrain? Comment tout ce flux d'informations et d'actions s'organise? Alors, ça a un peu changé avec les événements. Alors, je vais très rapidement, avant 2015, après 2015. Avant 2015, dans la gestion des crises, vous aviez toujours un PC, ce qu'on appelle un PC avancé, un PC de crise pour le GIGN, dans lequel on a toutes nos composants de terrain, les appuis-feux, les exploseurs, ceux qui vont mettre en place des explosifs pour rentrer, vous avez les équipes d'assaut, vous avez la préparation technique, tactique, etc., etc. Vous avez tous les renseignements qui viennent de l'extérieur, qui sont compilés au sein de ce PC. C'est ramené vers le chef. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, on allait sur le PC dit autorité, qui n'est pas localisé au même endroit, pour avoir la décision des autorités sur ce qu'on appelle le go ou le no-go. Donc c'est une mécanique qui est bien huilée, qui est spécifiquement militaire. Les militaires travaillent ce qu'on appelle dans le jargon OTAN sur des J, le J1, J2, J3, J4, J5. C'est en fait la planification, les opérations, le renseignement, etc., etc. Donc on marche exactement sur le même principe. L'idée, c'est d'avoir des renseignements qui arrivent dans chaque groupe, qui soient compilés pour sortir une décision. Ce qu'on a fait, on a vu après 2015, si vous voulez, quand on peut avoir des crises multiples, on a une vraie problématique, si vous voulez, d'accès aux autorités. Et c'est très mauvais si les autorités viennent à ce moment-là sur le terrain. Ça pollue tout. Ça pollue tout. Donc on a trouvé des systèmes, aujourd'hui, qui marchent très bien, notamment avec, toujours pareil, sur des systèmes militaires avec la DIRISI, des systèmes militaires qui nous permettent d'être en permanence en visioconférence sur des boucles gouvernementales sécurisées avec les PC crises nationaux. On appelle la CIC, la cellule interministérielle de crise de Beauvau. Quand vous êtes sur le terrain, n'importe quel point du territoire, le GIGN, le patron du GIGN a un véhicule dédié dans lequel il peut être directement en conférence avec le décideur et de lui faire ses propositions sur les schémas et les solutions dont je parlais tout à l'heure. Voilà comment on marche aujourd'hui. Ce qui est vraiment important dans l'organisation de ces PC, c'est qu'on puisse informer en temps réel l'autorité, le décideur, le politique, des évolutions et de lui dire à un moment donné, là, on est sur la ligne rouge. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Alors pour rester dans ces situations de crise et pour poursuivre le parallèle avec nos organisations, ce qui nous menace tous, je pense, c'est d'être de grands spécialistes de notre domaine, mais de travailler en silo, indépendamment des autres directions fonctionnelles ou opérationnelles de nos entreprises. Comment est-ce que vous-même, soit en situation de crise, soit de manière générale, vous avez su coordonner, interagir avec vos collègues, je ne sais pas comment on les appelle, des autres directions opérationnelles de l'armée ou des choses civiles? Alors, je vous parlerai sans doute plus des relations qu'on peut avoir, je sais que c'est avec notamment la police nationale et avec le RAID. Parce que dans l'esprit des gens, c'est vrai que c'est assez médiatique, il y a toujours un conflit entre le GIGN et le RAID. Alors, je voudrais vous rassurer, le GIGN est meilleur. Non, mais c'est pas. D'abord, c'est pas vrai. Et je voudrais vraiment vous rassurer parce que c'est vrai que ces guerres picrocolines, ça agace. Et je peux vous assurer aujourd'hui qu'il y a vraiment des relations de confiance entre le RAID et le GIGN. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Michel Fauvergue, avec lequel on était tous les deux ensemble hein, dans les crises. Je me suis toujours très bien entendu avec lui. On partage beaucoup. Et ça, c'est très rassurant. C'est-à-dire que là aussi, ce qui nous arrive, enfin pas qu'à la France, hein, ce qui nous arrive par rapport au terrorisme, et ça ne s'arrêtera pas,
doit conduire à des réflexions communes, doit nous conduire à des process communs, à des partages d'expériences, et c'est fait. C'est vraiment fait. On a d'ailleurs une structure aujourd'hui qui s'appelle l'UCOFI, l'unité de coordination des forces d'intervention au niveau du ministère de l'Intérieur, qui gère des exercices nationaux très régulièrement. C'est pas sûr, mais c'est pas le but, hein, entre le GIGN et le RAID. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a véritablement beaucoup d'échanges, parce que c'est pas une option, c'est une absolue nécessité. Vous avez évoqué l'importance de la capitalisation d'expérience. Nous, pendant 2 jours, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut vous aider? Dans quel domaine? Je pense par exemple au scénario prédictif. Voilà, donc, comment voyez-vous l'intelligence artificielle dans votre domaine? Alors, c'est quelque chose qui est non seulement intéressant, mais qui me paraît fondamental. Je pense, là aussi, c'est mon point de vue, qu'il y a 2 grandes questions pour le XXIe siècle dans le domaine de la sécurité et de la sûreté. La question, c'est la question du terrorisme. C'est une question majeure, ça ne s'arrêtera pas. Et la question derrière ça, c'est comment lutter contre une idée. Puis il y a une deuxième question qui est, je pense, assez méconnue, mais je pense que M. Villeny a dû vous en parler hier, c'est la problématique du numérique, la problématique de la protection des systèmes d'information. Et vous êtes confronté à ça. Une crise bancaire, financière, c'est d'abord une crise du numérique. Des hackers qui vont prendre le contrôle de serveurs, de systèmes, etc. Cette question-là est fondamentale. Dans notre environnement aujourd'hui, tout est connecté déjà, et ce sera encore plus demain. Les voitures sont connectées, les ordinateurs, les téléphones, je passe là-dessus. La domotique demain, jusqu'aux lampes, seront numériques, seront connectées. C'est autant de failles, autant d'accès possibles pour l'extérieur pour perturber les choses. Donc là, on a une véritable problématique qu'il faut prendre en compte, qui commence à être prise en compte, notamment sur les domaines de cyberdéfense. On est en guerre. Là, pour le coup, on est en guerre. C'est une véritable guerre déclenchée sur les problématiques de cyberdéfense. Donc les armées sont en pointe sur ce sujet, dans des problématiques que vous imaginez. Hein. Demain, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un de l'extérieur vient à dérégler tous les systèmes informatiques en France, sur les centres forts, sur les centrales nucléaires, donc sur les ministères, sur EDF. Vous vous rendez compte des enjeux qu'il y a derrière. Je sais que vous le savez, mais c'est un enjeu majeur. Sur l'intelligence artificielle, on est à peu près sur la même chose. Est-ce que c'est une aide ou qu'est-ce qu'on craint derrière? Sur le prédictif, par exemple, on en fait déjà. Alors sur les services de gendarmerie, par exemple, aujourd'hui, en collectant de la data, pas des fichiers, les fichiers sont interdits. Vous ne pouvez pas ficher les gens aujourd'hui, même s'ils ont commis des actes, par rapport à leur sexe, leur religion, tout ce que... On ne peut pas. En France, on ne peut pas. Mais on peut travailler sur de l'événementiel, sur des faits qui se sont produits. Donc c'est assez facile. Vous prenez des secteurs, des quartiers, et vous regardez la commission des faits. Et c'est très intéressant parce que c'est assez répétitif, et on peut avoir une vision de ce qui pourra se passer, par exemple, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, sur des quartiers chauds. On sait, à peu près. Et donc, le prédictif est bon, puisque là, on va concentrer forcément des forces de l'ordre sur ces quartiers. Donc c'est très bien. Mais l'année suivante, vous verrez, on va remettre des forces de l'ordre sur ce quartier et ils iront ailleurs. Donc le prédictif est bien, si vous voulez, mais on n'est pas encore rendu à Minority Report. On n'en est pas encore là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça va se développer. C'est une certitude. Et il y a un troisième aspect qui concerne aussi, c'est vrai, les armées, ça concerne aussi les conflits. On peut très bien imaginer que demain, on fasse pratiquement la guerre sans plus d'humains. Parce qu'on aura une cyberguerre, avec des attaques qui se feront par drone. On peut très bien l'imaginer. Il y a 30 ans, les Français étaient leaders dans les drones. On a un peu perdu la main par
rapport à notre philosophie d'action, par rapport à des certitudes, en disant non, mais il faut un pilote derrière un missile. Parce qu'il faut des ordres clairs. Aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est dépassé. Hein. Les Reapers américains, vous savez, les drones, d'ailleurs, il y a une expression qui est inquiétante. On dit plus on bombarde les gens, on dit on les drone. Aux informations, on dit voilà, les chefs talibans ont été dronés. C'est ce qu'on dit. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres, qui reçoit un ordre, et en fait, il lance un vecteur. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus besoin de le piloter. Aujourd'hui, les drones, vous les envoyez avec une position GPS, et ils rentrent tout seuls. Donc c'est à la fois, si vous voulez, ça peut être une vraie aide, mais il faut voir tous les aspects négatifs. Il faut vraiment bien les mesurer. Et en tout cas, moi je pense que sur toutes ces questions-là, il faut savoir se protéger. Et je pense que pour toutes les entreprises aujourd'hui, il y a un domaine essentiel à prendre en compte, c'est la sûreté informatique. La sûreté des systèmes d'information, c'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel. Je vous avais promis un échange, vous pouviez poser quelques questions au général. Donc on a dépassé le temps, mais on se donne quand même 10 minutes parce que c'est, je trouve, très passionnant. Donc 2 questions maximum. Si quelqu'un veut poser une question, ici devant. Oui, ce que vous nous avez exposé sur votre travail en 4 points me rappelle beaucoup le premier chapitre du fil de l'épée de général du Charles de Gaulle sur l'action de guerre. Est-ce que que pensez-vous Et puis aussi sorti cette spécificité en disant l'action de guerre est essentiellement en fonction des circonstances. Écoutez, malheureusement, c'est dû à ma formation. Je ne suis pas scientifique, je suis un littéraire. J'ai un camarade de promotion dans la salle d'ailleurs. Je suis un littéraire et c'est vrai que quand vous faites Saint-Cyr, quand même, on s'inspire beaucoup du passé. Moi, je n'ai pas la prétention d'avancer les choses. Alors on aime ou on n'aime pas le général de Gaulle, on l'admire ou on ne l'admire pas. C'est quand même un de nos grands penseurs, si vous voulez. Je pense que son action, en tout cas en termes de vision, moi, m'a beaucoup inspiré. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Vous avez raison. Je conseille à tout le monde le fil de l'épée. Oui, bonsoir mon général. Une question sur la motivation des hommes, parce qu'on a beaucoup parlé de la confiance, assez peu de la motivation elle-même jusqu'à présent. Donc je voulais tout simplement savoir comment vous faites pour garder vos hommes motivés dans ces contextes de crise. Je vais vous surprendre, peut-être pas. La seule motivation des hommes et des femmes du GIGN, c'est servir. C'est servir. Quelqu'un qui rentre au GIGN, son salaire de base, c'est 1 800 €. Et après, il a une prime. Il a une prime parce qu'il est parachutiste. Et donc, il a une prime qui est à peu près de l'ordre de 700 €. Donc, c'est un gendarme au GIGN, gradé, son salaire moyen, c'est 3 000, 3 500 €. Alors 4 000 pour les gradés supérieurs. Personne s'en plaint. Ce qu'ils veulent, c'est servir. Il n'y a rien de pire au GIGN que des périodes d'inaction. Ce que vous avez peut-être compris tout à l'heure à travers le profil des gens du GIGN, ce sont des gens un peu particuliers. On les fait passer devant les psychologues. Tous. Et à chaque fois, la psychologue venait me voir et me dire « Oh, catastrophe, il ne faut pas les prendre. » Vous vous rendez compte? Ils aiment la vitesse. Ils aiment le tir. Ils aiment se battre. Ils aiment l'action. Et oui. Donc ce sont des gens qui s'accomplissent, si vous voulez, véritablement dans l'action. Et leur motivation, c'est servir, être utile. Il y a des gens qui vont parfois au GIGN un peu trop loin, c'est-à-dire qu'ils vont dire il faudrait qu'on soit tout le temps dans l'action, parce qu'on n'est pas suffisamment utile, il faudrait qu'on en fasse plus. Donc il faut les freiner pour dire attendez, il faut qu'on ait un niveau d'intervention qui soit le nôtre. Et ça nous permet aussi, ça nous garantit ce niveau d'intervention de ne pas tout prendre et de garantir du temps pour l'entraînement. Mais véritablement, c'est ça.
c'est être utile et servir. Bonsoir, mon général. Ma question, c'est à propos de comment vous arrivez à traiter le nombre d'informations au moment de crise émanant du terrain, surtout qu'éventuellement, ça pourrait être aussi des fausses informations. Merci. Alors ça fait partie de nos cellules, ce qu'on appelle nos J. J'ai une cellule sur toutes les opérations qui est dédiée à la remontée d'informations du terrain, de nos hommes. Donc c'est à plusieurs niveaux, il y a plusieurs entrées possibles. Il y a les observateurs face à une crise, donc ça c'est traité en interne, tous les mouvements de l'adversaire. Et j'ai en même temps, si vous voulez, des négociateurs qui sont avec moi, qui sont détachés de l'action et détachés du commandement. Celui qui négocie ne commande pas, celui qui commande ne négocie pas. Donc mes négociateurs vont avoir un contact avec les familles, avec l'environnement. Je vais avoir à côté un officier qui va être dédié à toute la remontée des informations venant des services, des GSI, des GSE, etc., etc. Et mon chef d'état-major travaille avec un chef Ops, chef opération, et en permanence, ils analysent toutes ces remontées. Et donc ils reviennent vers moi à un instant régulier, on fait un point, on dit toutes les quarts d'heure, toutes les demi-heures, on se donne une ligne rouge par rapport aux revendications, etc. Et on regarde où est-ce qu'on en est sur la remontée d'informations croisées. Cette remontée d'informations, comme je l'ai dit, me sert uniquement pour me dire est-ce qu'on est bien dans le timing, dans le tempo par rapport à cette ligne rouge, et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Vous voyez ? Par exemple, un exemple très simple, sur la remontée d'informations, on me dit la personne, on la voit, a priori elle s'est réfugiée dans sa salle de bain, on n'a plus de contact avec elle, les négociateurs appellent, plus de contact, et là j'ai un élément extérieur de la DGSI qui va me permettre de renouer le contact, par exemple. Vous voyez, c'est toujours par petites touches, et ces renseignements, il faut savoir, si vous voulez, parce qu'ils arrivent de façon saccadée, de façon isolée, c'est tout le travail de mon chef d'état-major et du chef Ops de repérer la bonne information pour me la donner. On va être obligé de s'arrêter là, malheureusement. Je vous avais prévenu, on a beaucoup à apprendre des militaires. Merci beaucoup, mon général, c'était passionnant.